Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les diplomates, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, donc je vais me faire au mieux pour répondre à ce marathon de 15 minutes. Effectivement, je rentre d'une mission de contre-terrorisme au Burkina Faso où j'ai passé près de 2 années. On a eu des très bons résultats puisqu'on a arrêté plus de 400 terroristes présumés. On a neutralisé plusieurs douzaines d'autres criminels. Et on a réussi surtout à permettre à des gens qui avaient dû migrer à cause de la violence de revenir chez eux. Donc très rapidement, je vais essayer de vous brosser en quelques minutes le travail de ma dernière étude doctorale sur l'insécurité en Afrique et la criminalité. Tout homme désire vivre dans un environnement sécurisé qui garantit une vie paisible et stable. Notre monde se métamorphose au sein d'une société criminogène, substratum et catalyseur d'une criminalité moderne, qui entraîne les peuples dans des conflits complexes où criminalité, criminels et mafia s'affrontent ou collaborent pour des intérêts personnels mutuels. En Afrique, le terrorisme, outil majeur de déstabilisation, s'y développe avec une criminalité organisée, voire des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est ce que j'analyse dans mon concept de terrocriminalité que j'ai développé récemment. La criminalité internationale organisée est un phénomène polymorphe et qui constitue les principales menaces de la sécurité et de la sûreté, qui entrave le développement social, économique, politique et culturel des États à travers le monde et se développe au sein de divers trafics illicites, drogue, armes, etc. Et malgré les efforts qui sont menés actuellement par l'Office central des Nations Unies contre la drogue et le crime, en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations internationales et sociétés civiles pour renforcer la coopération, cette criminalité internationale s'intensifie en finançant les activités terroristes. J'évoque le triptyque de la criminalité qui rassemble en fait à la fois le crime organisé, le terrorisme et les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. J'avais préparé quelques slides, comme on dit, mais à défaut de cela, je vous donnerai quelques explications. Il existe de nombreuses routes pour le crime organisé en Afrique où les trafics s'entrecroisent, que ce soit par voie terrestre, elles sont multiples, le désert, la forêt, les sentiers, les autoroutes, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie maritime, les trafics y sont présents. Trafic de drogue, l'Afrique est le premier producteur mondial de cannabis en 2016, avec sa production au Maroc, qui alimente près de 80% du marché européen, à commencer par la résine de cannabis. Pour le trafic d'armes, il faut savoir qu'une personne meurt toutes les minutes par arme à feu, et que 15 armes sont fabriquées aujourd'hui dans le monde à la minute. 500 000 civils et militaires en meurent chaque année, sans compter les blessés, mutilés, que j'ai eu l'occasion malheureusement d'en être témoin aussi au Burkina Faso, avec une famille de 12 enfants qui ont explosé, qui ont sauté sur une mine et qui ont entraîné la mort de 9 d'entre eux. Des drames. Les trafics d'êtres humains et migrants, je pense que d'autres reviendront sur ce sujet de l'immigration, qui est aussi très sensible. En fait, entre 700 000 et 1 million de victimes par an. Une activité qui se situe au 3e rang des sources de revenus du crime organisé après la drogue et le trafic des armes. Bien sûr, d'autres trafics, les ressources naturelles, on l'évoquait tout à l'heure, 30% des ressources mondiales sont en Afrique. Les cigarettes, les médicaments, trafic d'organes, etc. La puissance des organisations criminelles est telle que l'action de la justice et des forces de défense est freinée, entravée, voire neutralisée. En ce qui concerne le terrorisme, bien sûr, je ne vais pas vous développer tout ça en détail, puisqu'il existe plus de 100 définitions du terrorisme, mais l'emploi de la terreur à des fins idéologiques, politiques ou religieuses est à ce niveau très flagrant et surtout frappe différents niveaux de la société. La violence en est le moteur actif et incontesté au sein d'une échelle en augmentation depuis les années 90, et l'instrumentalisation de la terreur frappe aveuglément la population civile. C'est aussi le cas depuis 2014-2015 dans le Sahel. En Afrique aujourd'hui, le terrorisme islamique
frappe aveuglément aussi bien des musulmans que des adeptes d'autres religions. Et le crime organisé tient le terrorisme en l'état, notamment au niveau des finances. Le terrorisme y sert à la fois d'excuse et d'appui, comme nous l'avons constaté sur le terrain. En ce qui concerne les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, on a constaté un certain nombre de faits qui en relèvent aujourd'hui. Donc il existe un flirt entre la criminalité organisée, le terrorisme, une criminalité organisée qui est stabilisée avec un but objectif, se faire de l'argent, un terrorisme qui veut s'implanter par l'idéologie de force et qui cache derrière lui d'autres activités criminelles que l'on range, nous, dans la terrocriminalité, qui permet de mettre en exergue l'instrumentalisation et l'exploitation en légitimation de l'idéologie terroriste à des fins criminelles personnelles. En fait, les terrocriminels sont des doubles menteurs, faux terroristes et vrais criminels. Notre lecture de l'évolution de notre triptyque de la criminalité s'inscrit en parallèle d'un universalisme politico-financier en marche, qui ne dit pas son nom, et que cette criminalité internationalisée nous confirme de plus en plus. Elle englobe au sein d'une supranationalité globale, je pèse mes mots, divers acteurs comme la commission trilatérale, des lobbyismes de plus en plus forts, qui s'opposent de diverses façons au principe de souveraineté de l'État, se substituant au gouvernement des hommes et à la nation, dans une course à la colonisation mondiale. Les droits de l'homme permettent souvent de tenir coupable pour innocent, sans, à proprement parler, y punir l'iniquité. Le supranational tient le national en état sans les garanties attendues. Pour ce qui concerne l'Afrique, rapidement, en Afrique, le roi n'a qu'une seule charge, celle de roi. Les devoirs et activités différentes, les droits, prérogatives et privilèges qui s'y rattachent en font un tout unifié. C'est ce que nous dit Radcliffe Brown. Il existe dans les pays africains, de manière sous-jacente, une superposition plus ou moins dépendante du système ethnique avec celui de la démocratie, et inversement, au sein d'une néo-ethnocratie ou tribocratie, sur la base socio-économique engendrée par ses activités principales, agriculture et élevage, sans évoquer une cohabitation de plus en plus forte entre le politique et le religieux, où ethnie et État se superposent, encore avec une parenté forte autour d'un néo-présidentialisme à l'africaine. Après avoir été asservi et exploité par l'Occident et considéré à Bandung en 1955 comme pays du tiers-monde entre les deux blocs de l'époque, le bloc occidental et soviétique, de nombreux pays africains se sont tournés vers l'Est. La Chine veut aussi créer un nouvel ordre mondial, comme le souhaitent de son côté les États-Unis, avec la complicité de l'Europe. Par ailleurs, selon la Banque mondiale, 27 pays d'Afrique présenteraient en 2017 une augmentation préoccupante de leurs dettes. J'avais noté sur une carte les différents points qui fragilisaient l'Afrique aujourd'hui. Ce sont des points qui viennent de l'extérieur, avec la communauté internationale, avec des financements, avec le lobbyisme, des points plus endogènes qui viennent de la mauvaise gouvernance, on va y revenir, et bien sûr le développement d'une criminalité qui n'est plus contrôlée et qui prend de l'essor du fait d'un recul de l'État sur le terrain. En 2008, sur 36 conflits graves répertoriés dans le monde, 13 sont situés en Afrique, où 15 pays sur 54 y sont directement concernés par une crise d'intensité moyenne ou haute. Et la situation ne s'y améliore pas avec le temps. En octobre 2015, sur 16 opérations de maintien de l'ordre menées par l'ONU, 9 se situent en Afrique. Et en mai 2016, sur 10 situations sous enquête à la CPI, donc la Cour pénale internationale, 9 se situent en Afrique, donc c'est le cas du Rwanda. Aujourd'hui, 23 pays avec une population combinée de 850 millions de personnes font actuellement face à un conflit de moyenne à forte intensité, indique le forum Fragilité, consacré cette année au développement et à la paix en temps incertains. En fait, le nombre de conflits a doublé en une décennie. En Afrique, conflits et violences se succèdent, s'entrecroisent et s'y multiplient. Et malgré différentes interventions de sécurisation, les groupes djihadistes à fort ancrage local, voire ethnique, principalement subventionnés de l'extérieur, se reconstituent et ne cessent de gagner du terrain par le biais d'une guerre asymétrique menaçant lourdement l'équilibre des pays. Si, selon certains observateurs, 3 catégories
principales d'insécurité vont s'installer sur ce continent comme résultat 1 des pratiques politiques, mauvaise gouvernance, 2 de la faiblesse de l'État avec la corruption, 3 d'autres insécurités exogènes, la financiarisation et la globalisation de l'économie. Nous y préférons une distinction plus duale, liée à ses origines endogènes et exogènes, qui n'en souffrent pas moins plusieurs types d'insécurité d'origine et formes diverses, parfois imbriquées dans les 3 grandes familles de crimes qui s'y côtoient. Et parfois, bien sûr, des crimes contre l'humanité. On a des exemples. Comme constaté sur le terrain, aucun secteur n'est épargné par la mauvaise gouvernance et la corruption, fléau mondial s'il en est, qui l'entretient. L'équation schématique de Kierkegaard-Robert est intéressante à ce point de vue. Corruption égale, selon lui, monopole plus pouvoir, moins transparence. Ce qui peut éclairer, bien sûr, dans sa compréhension. S'y alternent indépendance et néocolonisation au sein d'une fausse décolonisation et d'une pseudo-indépendance, facilitant le jeu de la communauté internationale qui y participe de différentes manières entre les blocs des grands. J'énonce l'Europe, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Union européenne, les États-Unis très présents, à travers un lobbyisme actif bien orchestré au sein de stratégies politico-financières supra-internationales. Et je pèse encore des mots. Ce qui fait que l'indépendance de l'Afrique reste très discutable aujourd'hui et pas assez discutée. Car quel est aujourd'hui le ou les grands blocs qui souhaitent vraiment que l'Afrique se sécurise et se développe? C'est la grande question. Ici comme ailleurs, la solidarité, en dépit d'un panafricanisme mis en avant, reste un mot plus qu'un vécu, une fois encore. Quand les fondements sont sapés, la chute n'est pas loin. Les problèmes politiques, ici encore, n'y sont pas pris en compte pour favoriser un discours holistique, constructif, au profit du développement de ce continent que l'on fragilise pour mieux l'asservir et s'en servir. Une homogénéité de catastrophes s'y accentue de plus en plus. À cette crise sans précédent, 3 scénarios pour l'avenir sont avancés. Le premier est tendanciel, sans changement avec un statu quo. Le deuxième s'adaptant à un scénario du mieux au sein d'un nouveau contrat social gagnant-gagnant. Et le troisième avec l'aggravation au cœur d'un État boiteux inactif, laissant place à d'autres acteurs non étatiques. Ce qui sied le plus à une globalisation réclamée par la mondialisation en marche, à travers une criminalité mondiale orchestrée par les plus hautes sphères qui nous en fournit aujourd'hui les preuves. Pour en terminer, il serait temps qu'un accompagnement international responsable, au profit d'une population affaiblie par la corruption notamment, remplace une assistance technique, peu productive et surtout incontrôlée. La tendance de la doxa mondialiste actuelle s'oriente vers un totalitarisme d'une envergure encore jamais atteinte. L'universalisme d'aujourd'hui est un paradoxe, et le crime international va plus vite que la justice internationale. Cui bono, à qui profite le crime? Ne serait-il pas temps, ici et maintenant, de porter la justice jusqu'à la victoire, comme l'évoque le Christ Jésus? Très vraisemblablement, un proche avenir nous le dira. Veut-on vraiment aider l'Afrique à se sauver et se stabiliser, ou continuer à en absorber impunément ses richesses, ses ressources naturelles par crimes et corruption interposés, et sa population à travers de nouvelles migrations conduites par la criminalité internationale entretenue au plus haut niveau de la planète pour mieux la servir? C'est la question à laquelle il nous faudra répondre avec nos frères africains. Je vous remercie.